Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Aujourd'hui à l'émission, on vous amène dans deux municipalités, soit celle de Saint-Gabriel et Saint-Onésime. Du côté de Saint-Gabriel, je vous amène au produit fumé Saint-Gabriel, mais d'abord à la halte vélo. Sans oublier les chroniques du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et je vous amène dans le sentier d'Ixworth. Bonne émission! J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Le papa, le palapapa, palapalapa. La municipalité de Saint-Gabriel-Allemand faisait partie de la seigneurie de la Bouteillerie de Rivière-Ouelle. En 1801, une première famille obtient une terre située sur le 5e rang de la seigneurie de la Bouteillerie, au sud-est du Brise-Culotte, lieu nommé les Bois Brûlés. Au milieu du 19e siècle, le village se développe et porte le nom du village Saint-Pierre, au lac Saint-Pacôme. En 1850, un groupe de citoyens établis dans l'actuel Saint-Pacôme adresse une requête au diocèse de Québec en vue de créer une nouvelle paroisse rassemblant les rangs 3, 4, 5 et 6 de Rivière-Ouelle. L'acte d'érection canonique est signé le 8 décembre 1938 par le cardinal Villeneuve. On compte environ 800 Gabriellois-Gabrielloises et on distingue entre autres cette municipalité par de nombreux vergers de pommiers. Je me trouve présentement en compagnie de Diane Lavoie afin de parler de la halte vélo et du circuit des Pommites. Bonjour, Madame Lavoie. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Il fait chaud. Hein? Oui, quand même. Belle journée. C'est pour les annales. Il fait très chaud. Effectivement. Donc, on parle de la halte vélo, entre autres, aujourd'hui avec vous. Dites-nous ce que la halte vélo de Saint-Gabriel a de particulier. C'est un verger. Le propriétaire, Marc Lévesque, a prêté ce petit verger-là à la municipalité pour en faire une halte vélo. C'est à la demande d'année en année d'un citoyen de Saint-Gabriel qui s'appelle Jacques Milliard, qui est un cycliste et qui s'occupe des circuits, qui travaille avec des cyclistes, des circuits un peu partout, et qui demandait, mais ça nous prend une halte parce qu'on ne peut pas monter, faire tout ça, pas avoir de place pour se reposer puis manger. On l'a écouté finalement dans le projet Verger, Fleurs et Pommettes. On l'a fait. Ça a été, je pense, un beau cadeau qu'on a fait aux cyclistes et à la municipalité. Finalement, on a monté ça dans un verger. Je pense que vous pouvez le voir. Ces pommettes-là vont servir à faire de la gelée de pommettes. C'est pas seulement de la décoration, c'est un vrai verger. C'est la particularité. Et ces produits-là, évidemment, sont en vente ici à Saint-Gabriel. Oui, ici à Saint-Gabriel, au dépanneur, entre nous, les paniers de Kamouraska aussi, là, puis ça va s'élargir un petit peu là, l'année prochaine, à l'automne. Donc, une halte vélo qui a quand même deux vies, deux fonctions. Oui, c'est très intéressant. Et le circuit des Pommettes, il traverse quel territoire? Bon, bien, vous pouvez entamer le circuit des Pommettes par Saint-Pacôme, Saint-Onésime, par Mont-Carmel. Vous allez voir, c'est une nouveauté au Kamouraska. Pourquoi ça s'appelle le circuit des Pommettes? C'est parce qu'il y a 9 vergers à Saint-Gabriel. C'est un projet collectif. Il y a des plus gros vergers, il y a des plus petits vergers, il y a des particularités comme ça. Il y en a un à l'entrée de Saint-Pacôme et vous allez en voir un plus loin qui s'en va vers Mont-Carmel. C'est la particularité de ce circuit-là. 2 saisons, le printemps à la floraison, et c'est vraiment beau.
Et à la fin de l'été, vous voyez-vous ce qu'on appelle les arbres en fruits. Et vous allez pouvoir voir toute une ligne d'arbres qui commencent à rougir. C'est très, très beau. Et ce sont des jeunes vergers. Vous voyez, les arbres ne sont pas très gros encore, mais dans 2-3 ans, là, ça comme double à un moment donné et ça va devenir vraiment magnifique. Mais on travaille avec Bioptère pour ça. On n'est pas tout seul, là. La municipalité est là, Bioptère est là, la MRC est rentrée dans le projet, le CLD, c'est tout ce monde-là s'est mis pour aider Saint-Gabriel à avoir une particularité. Nous l'avons. Le projet Verger Fleurs et Pommettes, au début, qui est devenu la Pommetterie Saint-Gabriel, ce sont 2 projets fondateurs du Parc du Haut-Pays. Ce que j'aime dans ce Parc du Haut-Pays-là, c'est que c'est pas rien que des choses à voir, on vit. On fait des projets et on vit dans ces projets-là. Avec les hauts, les bas, les petites erreurs, les problèmes de climat aussi qu'on a, mais c'est très vivant, le Parc du Haut-Pays. Oui. On bifurque un peu, tout en étant très lié au sujet quand même. On parle de produits maraîchers également. Bon, Saint-Gabriel, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un climat, sauf les pics, chaud. On est sur un plateau, c'est chaud le jour et c'est frais la nuit. Et ça développe une qualité gustative pour les fruits. Les bleuets sont toujours meilleurs ici, là, je vous le dis. Les framboises, les fraises. Et d'ailleurs, on a un producteur qui est un petit peu plus loin sur le rang. Lui, il y a des fraises qu'il vient de planter. Et savez-vous avec quoi il désherbe? Les oies de Toulouse. C'est magnifique. Et c'est rare. Alors, il y a des bleuets en Corin, mais c'est surtout, il y a des asperges. Alors, c'est nouveau. Donc, on est en train de faire ça. Il y a une autre ferme qui est en train de faire des produits. Vous en avez un peu, là. C'est des pois mange-tout remarquables, des petits fenouils, des produits très fins et des pommes de terre nouvelles, très fines, des râtes, tout ça. Et il y a une autre dame qui vient de s'installer sur une ferme juste à côté qui développe aussi des produits maraîchers de qualité. Donc, les gens qui vont venir ici, en plus d'avoir la halte, vont pouvoir éventuellement là, aller chercher quelque chose pour manger là, ou apporter chez eux. Puis c'est plaisant parce que, je vous dirai pourquoi, parce que Saint-Gabriel, c'est gros de même. Mm-hmm. On est au cœur d'un grand territoire. Alors, c'est ça qu'on développe. On est un cœur au cœur d'un grand territoire. Et il y a même des gens qui vont chercher des champignons sauvages aussi, là. Et ça fait partie d'un projet de la MRC aussi, là, du Parc du Haut-Pays. Alors, nous, on a aussi accès à ça. Ça fait qu'on est tout en train de développer des nouveautés. Ça, c'est plaisant. Les nouveautés dans un système bien organisé. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de ces nouveautés. Oui. Je me trouve présentement en compagnie d'Adélia Schenner, la copropriétaire des produits fumés Saint-Gabriel. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, on est ici pour parler de votre entreprise. D'abord, faites-nous un petit historique. En fait, les produits fumés Saint-Gabriel ont débuté officiellement en 1996, ça, c'est-à-dire avec un permis officiel sur les murs. Ça a débuté avant, quand mon chum en faisait pour son loisir à lui. Les vrais débuts, c'était vraiment un goût pour les bonnes viandes, les produits fumés. Puis si on recule de 25-30 ans même, les petits
transformateurs comme nous, on n'avait pas. C'était les grosses chaînes alimentaires qui avaient pris toute la place. Puis on ne retrouvait plus ces produits fins-là. Fait que mon chum s'était mis à faire ses propres truites fumées, de l'anguille fumée et différentes viandes de gibier qu'il fumait lui-même, mais c'était vraiment par loisir. Sauf qu'à un moment donné, ben, les copains, la famille, ben, ils veulent goûter, ils veulent en avoir. Fait que petit à petit, ça s'est développé comme ça. Puis en 96, on a décidé d'embarquer vraiment dans le commerce là, pour en faire un métier. Et qu'est-ce que vous avez comme éventail de produits? En fait, ça touche tout la charcuterie, saucisses, crotons, pepperoni, bacon. On a aussi, dans le poisson, on se limite au saumon fumé à froid et au saumon fumé à chaud, qui est deux techniques vraiment... Ça fait vraiment deux produits différents. Puis aussi, on touche aussi au pâté au saumon, pâté au poulet, tourtière, la sauce à spaghetti. Fait que mais on a quand même une bonne gamme là, de produits. Quel est votre produit le plus vendeur? Est-ce qu'il y en a un particulier? Bien, je te dirais que c'est peut-être en saison. Si on se fie à Noël puis à Pâques, bien, c'est bien sûr que le jambon va tout prendre la place parce qu'on fait un jambon vraiment de haute qualité. On a le jambon dans la fesse et le jambon d'épaule avec os, qu'on appelle. Là. Fait que ça, au moment des grandes fêtes, c'est eux autres qui ont la cote. À l'automne aussi, on va faire des produits, en fait, on transforme les viandes de gibier. Des chasseurs, que ce soit le chevreuil, l'orignal, on peut leur faire de la saucisse à partir de ces viandes-là, on peut leur faire des pâtés de foie à partir de foie d'orignal. Les oies sauvages aussi, souvent les gens chassent l'oie, mais ils ne savent pas trop comment la prêter, fait que nous, on peut la mettre en saumurage pour faire un smoked meat d'oie, on peut faire des poitrines d'oie fumées et même des pâtés de foie gras à partir du foie d'oie. Fait que ça, c'est très apprécié. Et c'est ça, selon les saisons, ça va. Puis l'été, on peut faire aussi, comme cet été, on peut fumer le poisson des pêcheurs, le saumon, la truite. Quand on parle de produits artisanaux, là, de produits fumés tels que vous les faites, est-ce que c'est beaucoup plus cher que ce qu'on retrouve en épicerie? Bien, je te dirais non, pas pour les nôtres, parce que étant donné que c'est nous qui allons chercher nos viandes, c'est nous qui la transformons et c'est nous qui la vendons, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on peut offrir à bon prix un produit quand même de très haute qualité. Et en terminant, pouvez-vous nous dire quel genre de clientèle vient vous voir ici? Bien, je te dirais que principalement, c'est sûr qu'il y a la clientèle de la région immédiate. Étant donné qu'on s'est retiré des grandes chaînes d'épicerie dans lesquelles on était, on avait quand même tout près de 30 points de vente et on est revenu seulement ici au 78 Avenue de la Rivière. Donc, c'est sûr qu'on a notre clientèle immédiate, mais j'ai aussi une vieille clientèle qui vient en visite, la parenté et l'été, bien, c'est sûr qu'on a les touristes qui viennent nous rendre visite. Fait que ça, c'est très apprécié. Et je te dirais, j'en ai un petit peu partout là, qui viennent nous rendre visite parce qu'on a quand même fait notre renommée depuis les 20 dernières années. On a quand même eu une belle renommée et les gens, bien maintenant, étant donné qu'ils ne peuvent plus les retrouver dans les grandes chaînes, bien, viennent directement ici à la maison. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Et nous, on se retrouve au Parc Garneau, un des lieux principaux du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, pour notre chronique avec Alexandre Bibeau. C'est le moment de la chronique du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska avec Alexandre Bibeau. Salut Alexandre! Bonjour Anne-Christine! Ça va bien? Ça va très bien. Alors dis-moi, aujourd'hui à Saint-Gabriel, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Saint-Gabriel-l'Allemand, on va retenir deux choses en particulier. Deux grands thèmes, deux grands volets, soit Saint-Gabriel-l'Allemand, la gourmande, et Saint-Gabriel-l'Allemand, l'étoilé. Et commence par la gourmande parce que j'aime ça. Ah bon, OK, ben oui, il faut satisfaire nos estomacs. On voyage d'ailleurs avec notre ventre, qu'on dit. Donc à Saint-Gabriel-l'Allemand, il y a un grand projet avec le parc régional qui a eu lieu, qui est verger, fleurs et pommettes. Donc Saint-Gabriel a planté plus de 1200 pommetiers, un peu partout sur le territoire. Et au printemps, quand les fleurs arrivent, ça vaut vraiment la peine de venir voir ça, de venir faire des balades. Et si on peut aussi dégoter quelques petits produits dérivés des vergers, ça vaut franchement la peine. C'est aussi la gourmande parce qu'au temps des sucres, il y a énormément de cabanes à sucre. Ici,
Tous les événements sont soulignés aussi par des repas, des pique-niques, des michouis. Donc, c'est toujours en train de manger à Saint-Gabriel-l'Allemand. C'est très le fun. Il y a aussi les produits fumés, Saint-Gabriel, etc. De l'autre côté, on va aussi avoir un Saint-Gabriel contemplatif, comme je dis, avec les étoiles. Mais c'est aussi les panoramas, c'est les grandes vues. Et si vous suivez aussi un peu les programmations, Saint-Gabriel mise de plus en plus sur la qualité exceptionnelle de son ciel étoilé pour initier les gens à l'astronomie. On vient donc ici avec des télescopes, avec des outils d'observation, et on apprend aux gens et aux jeunes gratuitement à faire un peu l'observation des étoiles. D'ailleurs, le parc régional voudrait bien développer un créneau avec la municipalité de Saint-Gabriel dans ce domaine. Merci beaucoup, Alexandre. C'était fort intéressant. Dis donc, on se retrouve à Saint-Onésime d'Ixworth. Est-ce que tu permets de faire une téléportation? On va essayer ça. T'as-tu peur? Un petit peu nerveux. Tu vas voir, Pierre-Luc est excellent là-dedans. J'ai hâte d'essayer. Là, Pierre-Luc, trompe-toi pas, là. Amène-nous à Saint-Onésime. Bon, bien, on est rendu à Saint-Onésime d'Ixworth. Ça n'a pas fait trop mal la téléportation? Ça n'a pas fait trop mal, on a tous nos morceaux. Merci, Pierre-Luc, pour la technologie avancée. Donc, Saint-Onésime, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? À Saint-Onésime, quelle place pour le plein air et aussi pour les grands panoramas, comme celui du Rang du Vide. Le Rang du Vide? Oui. Pourquoi ça s'appelle le Rang du Vide? Le Rang du Vide, en fait, si j'ai bien compris, ce serait une erreur de cadastre. Au moment où on est passé du régime seigneurial au canton, donc ici on est maintenant dans le canton d'Ixworth, ceux qui ont fait les cadastres se sont tout simplement trompés dans leur mesure et ils ont laissé un vide cadastral. Et du coup, ce coin-là, ce panorama-là, s'appelle aujourd'hui le Rang du Vide. Le Rang du Vide. Eh bien, quelle drôle d'histoire! Oui, sinon à Saint-Onésime d'Ixworth, on va retrouver les fameux sentiers d'Ixworth. Je crois que vous allez les visiter bientôt. Oui, tout à fait. Je m'en vais là après. Ah, d'accord. Bon, les sentiers d'Ixworth, c'est vraiment un site super important pour le parc du Haut-Pays. C'est un haut lieu du plein air avec un sentier d'interprétation sur la forêt. Ski de fond, raquettes l'hiver, c'est la marche l'été, c'est la rivière à saumon, bien sûr, et la belle chute comme récompense au bout des sentiers. Et finalement, un autre site très important à Saint-Onésime à voir, le fameux pont du collège qui est ici derrière nous. Oui, tout à fait magnifique. Hein? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Alexandre, du pont couvert? Je ne suis pas un spécialiste du pont couvert. Par contre, dans la revue, dans le petit bulletin d'information du Haut-Pays, le Haut-Parleur, on a écrit un super bel article sur le pont couvert et je vais vous le lire. Parfait. Alors, je t'écoute. Voilà. Alors, cherchez un exemple de reconversion du patrimoine à des fins communautaires et vous trouverez sur votre chemin le pont du collège. Seul pont couvert subsistant au Kamouraska, l'ouvrage est magnifique d'un point de vue architectural. Mais c'est peut-être la mobilisation hors du commun qui s'est manifestée pour en assurer la restauration qu'il est davantage. Construit en 1920 sur le bras de la rivière Ouelle, le pont est d'une longueur de 25 mètres et utilise la technique des poutres triangulées. Il faut dire que sa construction est rendue plus que nécessaire alors que cette route, donnant accès aux forêts du collège, est déjà passablement empruntée depuis 1838 et que l'activité forestière y bat maintenant son plein. Fermé à la circulation en 1978, il faut attendre en 2008 pour que se déploie une sauvegarde complète et organisée à coups de pouce du milieu et à grands coups de pouce de bénévolat. Et je crois qu'il y a plusieurs activités qui se font ici. Hein? Oui, tout au long de l'été, la municipalité de Saint-Onésime organise des activités ici. Entre autres, il y a déjà eu des concerts, il y a déjà eu du cinéma en plein air, des mariages, des banquets, des soirées festives. Donc, en suivant un peu l'actualité de Saint-Onésime, on peut y avoir une programmation franchement intéressante. Et en tout temps, on peut venir pique-niquer, lire, relaxer. C'est un endroit magnifique. Un super beau coin à venir partager en famille avec les enfants pour un pique-nique ou profiter de la rivière. Bien, merci beaucoup, Alexandre. C'était notre dernière chronique pour notre émission Plaisir d'été au Kamouraska. Ça nous a fait vraiment plaisir que tu participes à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir permis au Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska d'être un peu plus connu aux yeux de votre auditoire. Et ça nous a fait plaisir. À Saint-Onésime d'Ixworth, on retrace la présence d'un petit nombre de colons vers les années 1820 à 1825. Ils vivaient de la vente de bois de chauffage et défrichaient la terre. Cependant, le sol étant difficile à cultiver, ces premiers colons ont quitté et d'autres les ont remplacés vers 1830. L'érection canonique de la paroisse de Saint-Onésime d'Ixworth a eu lieu le 16 février 1858. On compte maintenant environ 580 Saint-Onésimiens et Saint-Onésimiennes. La municipalité de Saint-Onésime d'Ixworth est un endroit paisible, entouré de forêts, de lacs et de rivières. Elle offre un milieu de vie idéal pour les amoureux de la nature et amateurs de plein air.
rendu au sentier d'Ixworth où je m'en vais rencontrer Jacques Dionne qui va nous parler de tout ce qu'on retrouve ici. À noter que ça prend 15 à 20 minutes en voiture à partir du cœur du village. Raconte-nous un peu l'histoire du sentier. Bien, l'histoire du sentier, le début date au début des années 1970. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, moi, quand je l'ai connu, que j'avais 6-7 ans, comme petit bonhomme, pour moi, l'image, c'était ça. On a redonné, au cours des années 2011 à 2013, on a rétabli ce que moi, j'avais, à mon œil d'enfant, vu dans ces années-là. Alors, avec les nouvelles techniques d'aujourd'hui, les passerelles, les aménagements, alors on essaie d'en faire un sentier encore peut-être plus accessible que ce qui était auparavant, tout en respectant plusieurs choses qui sont ajoutées, upgradées au cours des dernières années. Alors, on a voulu encore rendre ça plus accessible aux gens. Et quand vous parlez de upgrader justement le sentier, on parle de pancartes, de sites d'interprétation? C'est ça. Bien, on a 9 panneaux d'interprétation qui expliquent un peu l'écosystème qu'on peut retrouver ici, dans le départ de nos sentiers, qui, on doit comprendre, c'est un sentier, le début, où est-ce que on est pratiquement classé vieille forêt, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine à l'intérieur. Donc, elle est totalement à l'état sauvage. Alors, c'est un laboratoire de biodiversité pour le cégep. À l'heure actuelle, les élèves viennent ici faire leur laboratoire. Et nous, ce qu'on fait, on doit respecter sans faire aucun aménagement, mais toujours juste garder le petit chemin d'accès le long de la rivière pour que les gens puissent admirer les beautés de ça, tout en comprenant tous les différents milieux qu'ils vont traverser. Alors, c'est comme une genre de fiche signalétique qui te dit, bien, ici en présence, vous êtes en paissière, vous avez une zone humide, et ça explique un peu les différents types d'insectes, d'animaux, de végétation que l'on retrouve à l'intérieur de ça. Est-ce que le sentier appartient à la municipalité de Saint-Onésime ou c'est au gouvernement? La partie où est-ce qu'on se situe, c'est un droit que le gouvernement nous octroie. Donc, c'est nous qui avons un bail de location de 10 ans en 10 ans. Et nous, ce qu'on a, c'est de conserver, selon leurs modalités, selon ce qu'ils nous ont donné, soit les avantages et les contraintes. Et il vous dit, vous faites l'amélioration là-dedans, vous le rendez accessible aux gens. Donc, la municipalité, elle, en échange, bien là, c'est sûr que la municipalité, oui, l'a pris comme bail, mais elle a refilé à son comité de développement tout l'aspect plus, je dirais, bénévole, travail organisé, corvée, pour le maintien de ces sentiers-là au niveau qu'on les connaît ce matin. Alors, c'est à nous de le faire. Alors, on a des gens ici avec plusieurs connaissances. On a des gens qui travaillaient chez Obakir qui nous ont fourni une aide technique au niveau des panneaux d'interprétation, à l'interprétation, à la compréhension de ce qu'on a. On avait d'autres personnes qui avaient plus de bras. Il y avait d'autres qui avaient des ressources chez eux qui nous ont fait part pour être capables de faire des sentiers, être capables de faire... ça prend de l'huile de bras pour être capable de transporter, faire un ponceau, faire un petit pavé de bois. Parce qu'on essayait on n'a pas voulu mettre de plastique, de matière. On voulait vraiment garder le côté bois, le mettre vraiment en valeur. Alors, nos pancartes de signalisation, c'est sûr, pour le ski de fond, on a la petite pancarte d'aluminium, mais pour annoncer la piste, c'est du bois travaillé, sculpté, verni, et c'est ça qui indique. On voulait vraiment garder ce côté-là. Et ça aussi, c'était un côté qui avait été fait dans les années 70. Alors, on a vraiment voulu conserver tout cet aspect-là. Combien de kilomètres on retrouve ici exactement? On a pas loin de 30 km de sentiers de ski de fond complètement. Et au niveau de la marche, on doit retrouver peut-être le même pattern, si on veut, la même superficie. Mais en plus, on a vraiment des sentiers vraiment aménagés entre les deux rivières, ce qui lui donne un cachet vraiment particulier, mais seulement dédié à la marche. Alors, peut-être que lui peut nous donner peut-être un 8 à 10 km supplémentaires, tout différent les boucles qu'on veut prendre, puis les niveaux de difficulté. Est-ce qu'il y a différents services, des toilettes, par exemple? Bien, ça, c'est tout à peaufiner parce que, oui, on a un chalet d'accueil où est-ce que les gens peuvent y aller. L'hiver, il y a un système de chauffage à l'intérieur. L'été, les gens peuvent très bien arriver là, peuvent même camper parce que c'est une petite mezzanine en haut. Alors, il n'y a pas besoin de réservation. C'est sûr que s'il est occupé, c'est un petit peu just too bad. Et à l'intérieur des sentiers, bien, on peut retrouver 2 chalets. Un chalet plus utilisé vraiment à la tête de l'assiette, ce qu'on appelle le camp de la Roche. Alors lui, ces gens-là, il y a des gens qui vont à l'automne, des fois à moins 10, moins 15. Il y a des gens qui vont camper là le soir. Alors, c'était des activités hivernales. Alors, il y a des gens qui se donnent à ça. Nous, on ne pensait pas que c'était occupé. Puis il y a beaucoup de foyers chandelles dans les châssis. Alors, il y a quelqu'un. Fait que là, c'est bien ça, à quelque part. Mais c'est une partie qui appartient à l'ASEC. Donc, il y a une entente à développer avec eux. Et on est dans nos premiers balbutiements. Il y a encore bien d'autres choses qu'on peut graver autour de ça. Et je pense que oui, c'est en construction. Puis c'est appelé encore, à l'heure actuelle, dans le but du comité, c'est vraiment mettre plus en valeur ces 2 chalets-là
qu'on a à l'intérieur des sentiers ici pour faire la marche. Et en terminant, quel genre de clientèle qui vient ici? Est-ce que c'est des gens de la région seulement ou c'est des gens un peu partout du Québec? Je vous dirais, c'est en 99 ou 2000, la fameuse association Rainbow. Alors ça, c'est un mouvement mondial. Alors, on a eu des Péruviens, on a eu des gens de l'Amérique du Sud. Là, beaucoup disent, ça se peut pas. Mais eux, s'étaient rejoints sur Internet. Et ils se donnent un endroit dans le monde où est-ce que cette année, ils vont tenir 2-3 mois, ce qu'ils vont camper. Et ils peuvent être jusqu'à 2 à 3 000 personnes. Alors, eux sont déjà venus ici. Alors, c'est une clientèle qu'on ne connaissait pas. Mais on a de tous les âges. On a un monsieur de la Pocatière qui est rendu à un très bel âge, mais c'est lui qui fournit les photos pour Météo Média. Alors, des fois, quand vous voyez des photos de nature, bien souvent, ils sont pris ici à l'intérieur. Alors, des fois, c'est des animaux. Et le monsieur, je crois qu'il vient en moyenne 1 fois par jour. Et lui, c'est un adepte de ce sport-là. Et puis, il ne va pas à côté en partant, là. Non, il monte jusqu'en haut. Quand ça lui tente, là, il s'en forme, là. Le monsieur est au-dessus de 80 ans. Et il adore ça. Mais on a tous les étudiants du cégep. Les étudiants qui ont fait leur laboratoire, bien souvent, vont revenir durant l'été. On n'a pas connaissance. On veut être capable de trouver un système où est-ce que les gens puissent s'enregistrer, qu'on pourrait avoir un souvenir ou une compilation de ces fréquentations-là. Mais je vous dirais, à tous les jours, on en a. Moi, je suis venu l'hiver passé et j'ai rencontré différentes personnes, jamais les mêmes. Puis il y en a d'autres, c'est des adeptes qu'on revoit et qu'on revoit et qu'on revoit. Mais je te dirais qu'il y en a pour tous les âges. Au niveau familial aussi, il y a des jeunes familles du village. Les gens viennent avec les poussettes. Ils vont emprunter certains sentiers, ils sont capables de se promener. Puis il y en a d'autres dans un sac à dos, ils vont faire. Alors, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Et puis, c'est vraiment très, très, très beau comme emplacement. Merci beaucoup, Jacques. Bienvenue. Tourne donc voir, je vois. Ah oui! Ça, je vais faire la fin. Tu vas faire quoi? C'est craché. C'est comme un filet. T'as vu le filet? Oui. OK. C'est très bien, Alexandre. Merci beaucoup. Dis donc, est-ce que tu me permets de faire une téléportation? Non, j'ai oublié comme s'en aller à Saint-Onésime. Vas-y, je te rejoins plus tard. C'est rien, riez pas! Oh, man! C'est très bien. Bien essayé. Ouais. Là, Pierre-Luc, le trompe-toi pas, là, on s'en va à Saint-Onésime. Ouais, c'est correct. Ah ouais, mais c'est juste que là, j'étais pas prêt. T'étais pas prêt? Tu le faisais pour de vrai? Ben oui! Non! Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.